Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord à tous ceux qui sont restés, un immense merci. On a eu des problèmes d'informatique épouvantables. Ça ne nous est jamais arrivé avec GoToWebinar que nous utilisons depuis 4 ans. Et donc, nous commençons avec nos plus plates excuses. Xavier Daval, qui n'y est pour rien, Roxane Sagelloli et moi-même. Et donc, nous allons très vite aller sur le décryptage de ce décret revu et corrigé, accompagné de son arrêté, qui devrait sortir au début du mois d'avril. Allez, Roxane, allons-y. Alors, on va tenter de vous faire apparaître le petit support pour PowerPoint. J'espère que vous le voyez. Ça fonctionne? Écoutez, dans le doute, de toute façon, je vais essayer d'aller dans le détail si jamais vous ne parvenez pas à voir le support. Donc, l'idée, c'est de vous faire un petit décryptage rapide, mais on va essayer de le faire aussi complet que possible, des textes d'application donc de la loi APER, notamment son article 54 sur évidemment l'implantation des installations solaires et plus particulièrement agrivoltaïques. Voilà, donc vous faire un petit décryptage des textes d'application qui inclut évidemment le décret dont on attend là désormais la publication et l'arrêté qui est venu préciser certaines dispositions du décret qui est en cours de consultation publique. De mémoire, je pense que c'est jusqu'au 5 avril prochain, sachant que les deux textes seront donc publiés ensemble. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des dispositions du décret selon le plan que vous voyez normalement s'afficher et que je vais de toute façon présenter au fur et à mesure. Donc, en commençant par les critères de qualification des installations agrivoltaïques. Donc, pour mémoire, la loi APER a défini l'installation agrivoltaïque. Je ne vais pas forcément revenir sur la définition et a donné certains critères qui sont ceux donc que le décret vient préciser désormais. Donc, c'est ceux qui apparaissent là en gras sur le support. Si vous le voyez, je ne suis pas toujours... Non, on ne voit pas le support? Eh bien, écoutez, alors on va revenir dessus textuellement. Donc, pour rappel des critères, globalement, l'installation doit apporter directement à la parcelle agricole, premier critère, la parcelle agricole, au moins l'un des 4 services suivants, c'est le deuxième point sur lequel on va revenir, donc en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative, troisième critère important, et un revenu durable en étant issu. Donc les 4 services sont listés, on va y revenir bien entendu. Et donc deuxième chose, l'installation ne doit pas porter une atteinte substantielle à l'un de ces 4 services qu'on va énumérer ou une atteinte limitée à 2 d'entre eux. Elle doit permettre à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole et présenter un caractère réversible. Donc, dernier critère d'importance. Alors, sur la notion d'abord de parcelle agricole, le décret nous explique qu'il s'agit d'une surface agricole continue qui présente les mêmes caractéristiques et qui est concernée par le projet photovoltaïque. On comprend donc que c'est les limites d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques qui peut être infraparcellaire. Il reste quand même un petit doute sur la teneur exacte de cette notion de parcelle agricole, dont on attendra sans doute finalement davantage d'explications en jurisprudence, à défaut de les avoir dans le décret et dans l'arrêté. Sur les services apportés à la parcelle agricole, donc je vais juste, vu le temps qui passe, les énumérer tous les 4 et sur le détail, on vous transférera bien entendu notre support d'intervention. Donc, en premier lieu, amélioration du potentiel et de l'impact agronomique. En deuxième lieu, adaptation au changement climatique. Ensuite, protection contre les aléas. Et enfin, l'amélioration du bien-être animal. Sur les notions de production agricole significative et de revenus durables en étant issus, le décret, donc on attend la communication par arrêté ministériel d'une liste de technologies agrivoltaïques dites éprouvées, les fameuses technologies
éprouvée, donc une liste qui sera définie en fonction du mode de culture ou d'élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l'implantation géographique. Et donc, à partir de cette fameuse liste de technologies éprouvées, on aura deux cas de figure. Soit l'installation utilise une de ces technologies éprouvées listées, auquel cas la production agricole sera considérée comme significative en fonction d'un référentiel de l'ADEME, dont on attend évidemment beaucoup. Et deuxième cas, donc l'installation n'utilise pas, se situe hors de cette liste de technologies éprouvées, également hors installation sur élevage et hors installation sur serre, et auquel cas on aura donc recours à une zone témoin ou à défaut à la justification d'un cas d'installation agrivoltaïque similaire existant au niveau départemental ou régional, qui comportera lui-même une zone témoin. Sachant que cette zone témoin, donc c'est une zone qui finalement est dépourvue de panneaux, qui est exploitée dans des conditions de culture et des conditions pédoclimatiques qui sont équivalentes et qui représente au moins 5% de la surface agrivoltaïque installée dans une limite de 1 hectare. Il y aura des possibilités évidemment de dérogation, il y en a toujours, sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir. Donc dans ces conditions-là, la production agricole significative sera considérée comme significative à partir du moment où la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole qu'on a préalablement définie sera supérieure à 90% de celle observée sur la zone témoin ou sur le référentiel. Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, en revanche, ce caractère significatif sera apprécié notamment au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou du taux de productivité numérique, sachant que dans la dernière version du décret, justement, ce mot notamment a été ajouté, ce qui induit que la liste est sans doute pas exhaustive. Au niveau du revenu durable issu de cette production agricole, la moyenne des revenus issus de la vente des productions donc végétales ou animales de l'exploitation après implantation de l'installation ne devra pas être inférieure à celle observée avant implantation de l'installation, en tenant compte évidemment de tout un tas de paramètres, notamment l'évolution de la situation économique générale et de l'exploitation. Sur la notion ensuite d'activité principale, la superficie donc, qui ne sera plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque, hors locaux techniques, ne devra pas excéder 10% de la superficie totale couverte par l'installation. On a également donc des conditions de hauteur, d'espacement interrangé qui doivent intégrer l'usage de l'exploitation. Et enfin, la notion donc, de taux de couverture qui est également introduite par le décret, qui ne devra pas excéder une valeur maximale fixée par arrêté par type de technologie éprouvée. Enfin, sur le critère de réversibilité, donc qui renvoie finalement au code de l'urbanisme et en fin de compte au respect des dispositions de l'objectif ZAN. Les ouvrages devront respecter les dispositions du décret qui a été publié le 29 décembre 2023, à savoir que les modalités de cette installation globalement devront permettre de garantir la réversibilité de l'installation, le maintien du couvert végétal et d'une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain. Voilà donc un petit peu pour les nouveaux critères de l'installation agrivoltaïque. En second lieu, rapidement, on va revenir sur les conditions d'installation, d'implantation dans les documents cadres. C'est-à-dire que là, on s'attaque cette fois-ci donc non plus aux installations agrivoltaïques, mais aux installations dites compatibles avec l'activité agricole ou naturelle. À savoir, donc, petit rappel rapide, que les installations donc, qui ne seront pas agrivoltaïques ne pourront désormais s'implanter que dans les surfaces définies par ces documents cadres
et dans les conditions définies par ces mêmes documents cadres. Et la loi APER nous expliquait donc que seuls peuvent être identifiés dans ces fameux documents cadres les sols réputés incultes. Ah ben c'est très bien, je vois que vous avez le support, donc c'est parfait, vous pourrez suivre avec nous. Donc les sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale. Et c'est évidemment ces deux critères principaux qui sont désormais précisés par le décret. Donc tout d'abord la notion de terre réputée inculte, qui devra donc évidemment une terre à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière, qui devra répondre à l'une des conditions suivantes. Donc l'exploitation agricole ou pastorale y est impossible. On regarde de plusieurs paramètres, territoire environnant, ce sera surtout les caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques ou suite à une décision. Deuxième condition, le site est situé sur un terrain forestier, à l'exception évidemment de toute une liste de catégories de terrains à forts enjeux. Deuxième notion, le sol non exploité. Et donc là, ça signifie qu'il ne devra plus l'être depuis une période d'au moins 10 ans, dont le début ne peut être postérieur au 10 mars 2023, donc date d'entrée en vigueur de la loi APER. Donc une durée quand même assez longue qui risque de poser pas mal de difficultés. Et donc seront réputés, donc au-delà de ces critères, propices à l'accueil de projets PV au sol et donc automatiquement inclus dans le document cadre sans nécessité d'identification à la parcelle, les terrains qui répondront à au moins l'une des 14 caractéristiques qui sont listées dans le décret que j'ai par prix, mais qui correspondent globalement aux critères des cas dégradés K3 sur les appels d'offres de la Creux, voilà, site industriel, ancien délaissé, aérodrome, etc. Donc certains types de terrains sont exclus de la définition de ces documents cadres, je ne vais pas y revenir, sachant que ceux qui sont inclus le sont à l'échelle des parcelles cadastrales, à l'exception donc de certains types de sites qui sont entiers de type site industriel. La Chambre d'agriculture donc aura 9 mois pour transmettre au préfet sa proposition de document cadre, à partir évidemment de la publication du décret, donc sans doute fin avril. Et si elle ne le fait pas, le préfet arrêtera directement le document cadre avec à l'intérieur toutes les surfaces qu'on vient d'énumérer. Je vais passer très rapidement, puisque je pense que le temps défile très vite, sur les modalités de demande de l'autorisation d'urbanisme, sachant que tout est contenu donc à l'article 2 du décret et précisément détaillé pour le coup dans l'arrêté qui va être publié donc en même temps. Donc le décret présente la composition du demande d'autorisation qui, vous le verrez, est particulièrement fournie. Il revient également sur l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation qui sera le préfet, y compris, et ça c'est nouveau, pour les installations agrivoltaïques qui sont accessoires à une construction, sachant que la CDPENAF sera réputée favorable au bout d'un délai de 2 mois. Sur la durée maximale, donc elle sera désormais de 40 ans, prorogeable pour 10 ans, renouvelable lorsque le rendement est toujours significatif, à l'issue de quoi il faudra donc démanteler et remettre en état, et ça c'est à la charge du propriétaire, dans le délai d'1 an à compter de la fin de l'exploitation, avec évidemment toujours des possibilités de dérogation, sachant également que pour les centrales au sol, donc ça ne vaut pas sur bâtiment, sur toiture, il y aura la possibilité d'exiger des garanties financières. Sur les modalités de contrôle et de sanction, je vais essayer également de passer vite, même si c'est quand même un point très important. Donc, vous aurez des modalités spécifiques aux installations agrivoltaïques et aux zones témoins qui leur sont associées, avec un contrôle préalable à la mise en service. Ensuite, un contrôle du suivi des critères de définition de l'installation et des conditions de réversibilité, donc globalement dans les 5 ans, puis tous les 5 ans, et enfin des transmissions d'informations à un pas annuel, qui permettent donc le suivi de la production agricole de la parcelle. Ces différents contrôles étant soumis à la production d'un rapport par un organisme scientifique ou technique,
une chambre d'agriculture, donc vous avez toute une liste, à l'attention de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. À défaut de quoi, l'exploitant sera passible de sanctions administratives. Même système pour les installations photovoltaïques compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, donc hors agrivoltaïsme, avec un contrôle préalable à la mise en service et également un contrôle de suivi avec établissement d'un rapport à transmettre à l'autorité compétente en cas donc de défaut de respect de ces dispositions, des possibilités de sanctions allant jusqu'au démantèlement. Et enfin, pour toutes les installations photovoltaïques et agrivoltaïques, les travaux de démantèlement et de remise en état feront aussi l'objet d'un rapport, à défaut de quoi, si même les obligations de démantèlement ne sont pas respectées, l'autorité compétente pourra mettre en œuvre les fameuses garanties financières. Donc le tout étant désormais censé s'appliquer aux installations agrivoltaïques dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée dans le délai d'1 mois à compter de la publication du décret. Donc 1 mois après la publication du décret, tous les nouveaux permis agrivoltaïques seront concernés. Et pour les installations photovoltaïques au sol, donc hors agrivoltaïsme, ce sera 1 mois après la publication du document cadre. Dans l'intervalle, les projets donc, qui se développeront sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers, hors agrivoltaïsme, bien entendu, donc pour lesquels la demande sera déposée dans le mois suivant la publication du décret, mais avant la publication du document cadre qui n'interviendra que dans 9 mois, à ce moment-là, dans ce laps de temps, les projets pourront être autorisés sur avis conforme de la CDPENAF. J'en ai terminé pour cette présentation, certes accélérée, mais évidemment le support vous sera transmis. Et je vais maintenant redonner la parole donc, à Monsieur Daval pour un décryptage moins textuel. Merci beaucoup. Xavier. Merci Madame Page, merci à vous pour cette introduction. Moi, je vais aller sur quelques points rapides qui m'ont interpellé dans la construction de ces décrets et puis les sanctions qui vont avec, parce qu'en fait, elles sont en train de focaliser ce texte vers là où les projets vont exister et quels seront les plus faciles. Au premier rang de l'élevage. Le sentiment que j'ai, c'est que finalement, en ayant accouché d'une usine à gaz pour encadrer le fait agricole au sens culturel, finalement, on rend la chose tellement plus complexe que beaucoup de développeurs vont s'orienter, et ils l'ont déjà fait d'ailleurs, vers des solutions autour de l'élevage. Et autour de l'élevage, là aussi, on voit les biais que contiennent le texte actuel. Puisqu'en fait, on voit que dans les critères d'attribution, on parle du bien-être animal, et je pense effectivement qu'un certain nombre de solutions techniques le prônent. Mais surtout, si on devait parler de bénéfices agricoles ou de bénéfices avérés, les critères aujourd'hui retenus sur le taux de chargement ou sur la productivité numérique, voire sur la biomasse fourragère, on s'aperçoit que finalement, ce sont presque les mêmes critères qui tournent en rond. Parce que si je n'ai pas de biomasse fourragère, je ne peux pas nourrir mes bêtes. Et en fonction du nombre de bêtes que je vais avoir, le taux de chargement, c'est-à-dire, pour faire simple, le nombre d'animaux par hectare. Et puis pour ce qui est de la production numérique, elle va plutôt être relative. Par exemple, si je fais du lait au nombre de litres de lait que je produis en plus ou en moins, ou le kilo de viande si on est sur de l'élevage pour la nourriture, bien sûr. On s'aperçoit que tous ces phénomènes sont difficiles à prendre en compte, d'autant que les textes nous disent qu'ils s'apprécient sur la parcelle concernée. Or, moi, je ne connais pas de brebis qui vont rester exclusivement sous la parcelle photovoltaïque. Donc, on voit bien qu'on a un certain nombre d'incohérences qui vont ouvrir le champ, je pense, à beaucoup de discussions. Tout ça pour ça.
Voilà, donc sur l'élevage, moi j'ai déjà de grosses questions. J'allais dire, et peut-être pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tout cet agrivoltaïsme finalement va se trouver à être arbitré au cas par cas dans beaucoup d'instances, j'ai peur, et je laisserai Maître Lepage nous donner son point de vue de juriste, mais mon sentiment, c'est que quand je vois des textes aussi flous, ou du moins pas forcément bien adaptés à la chose, parce que pondus par des experts peut-être administratifs, mais très loin de la chose agricole, j'ai peur qu'on arrive à des règles du jeu qui, in fine, s'apprécieront au cas par cas sur chacun des projets. Je voulais juste revenir peut-être sur non, ça c'était les points principaux, c'était ceux-ci. Et puis il y avait un point, puisqu'on en avait évoqué en préparant cette réunion, sur le calcul des montants de garantie, où là aussi, encore une fois, on voit qu'ils ont été écrits par des polytechniciens ou je ne sais quoi. Quand on parle de 1000 P en euros du mégawatt, moi, ma compréhension, par exemple, c'est que pour un projet de 5 mégawatts, c'est 5 fois 1000, dont c'est 5000 euros du mégawatt crête comme contre-garantie. Et si c'est une autre formule, je souhaiterais bien qu'on me l'explique. Alors, moi, je vais venir à l'appui de ce que vient de dire Monsieur Daval, peut-être en remontant encore d'un point dans l'échelle des causes. Au départ, je rappelle qu'on a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables, quand même. On n'a pas une loi sur la décélération des énergies renouvelables, contrairement à ce que de mauvais esprits comme le mien pourraient penser. Donc, on est dans une loi pour accélérer les énergies renouvelables. Je partage tout à fait le point de vue que vient d'exprimer Monsieur Daval sur le point de savoir que ça ne va pas accélérer grand-chose. Qu'en réalité, la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et le récent Power Summit qui a eu lieu la semaine dernière à Paris l'a très clairement démontré, c'est plutôt une loi de frein sur les énergies renouvelables, précisément parce qu'on a une succession d'usines à gaz et que les gens ne peuvent pas s'engager. Les gens ne peuvent pas s'engager et l'État ne leur permet pas de le faire de toute façon. Alors, sur quand même une technique qui devrait recueillir tous les suffrages, parce que c'est une technique qui permet à la fois d'apporter à l'agriculture et de donner un revenu supplémentaire à l'agriculteur et de produire de l'énergie renouvelable. Donc, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Or, on voit que même en face d'une technologie qui est triplement gagnante, on a une série d'usines à gaz successives en réalité. Donc, Maître Sageloli vous a très bien décrit toutes les précisions qui sont apportées par ce texte. Quand vous lisez dans l'arrêté la liste des pièces qui sont à produire, mais très franchement, on a l'impression qu'il s'agit d'une installation nucléaire de base, tellement il y en a. Il y a une page et demie de démonstration à faire. C'est très franchement hors de proportion, avec une technique qui devrait être extrêmement simple à mettre en œuvre, qui devrait se faire quasiment avec une autorisation tacite, parce qu'elle n'apporte que des avantages à tout le monde. Et on ne voit pas franchement qui elle va gêner dès lors que l'agriculteur qui le reçoit sur son terrain est d'accord, que les documents d'urbanisme le permettent, sinon ça ne serait pas possible, et que les techniques sont là. Alors on est encore en phase de freinage qui vient s'ajouter à d'autres freinages, parce que si, comme M. Daval l'a très bien rappelé, l'élevage va être le grand gagnant en définitive de ce système, alors qu'en fait c'était fait pour améliorer l'agronomie, permettre de réduire les zones de sécheresse et les zones de froid grâce à du microclimat sous ces panneaux photovoltaïques, permettre une meilleure humidité des sols, protéger contre la grêle. Enfin, je veux dire qu'il y a une succession de bénéfices, de co-bénéfices. Donc, en réalité, pourquoi l'élevage? Tout simplement parce que comme on ne peut plus pratiquement faire en France du solaire au sol, ça devient extrêmement difficile, eh bien, on va faire du solaire au sol qui, en réalité, va s'appeler agrivoltaïsme, élevage,
parce que ce sera du solaire au sol en hauteur permettant aux bêtes d'être dessous. Mais je dirais qu'on aura loupé quelque chose qui est l'apport que cette technique pouvait avoir pour le monde agricole. Et on aura loupé aussi quelque chose d'autre, c'est une occasion de massifier le recours aux renouvelables dont nous avons tant besoin en France compte tenu du retard abyssal que nous avons et qui malheureusement, si on peut dire qu'un retard s'accélère, je ne sais pas si on peut le dire, enfin c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà le propos que je voulais tenir en complément de ce que vient de dire M. Daval. En rebondissant sur vos propos, cher maître, j'allais dire, on n'a pas fait sortir les squelettes qui étaient dans le placard. Parce que, encore une fois, moi je ne suis pas juriste, je suis un stupide ingénieur, mais je constate que quand on accouche de textes compliqués, c'est qu'ils étaient là pour protéger, pour cadrer, pour fermer, etc., etc. Or, j'allais dire, le réflexe naturel de l'être humain, il se barricade quand il a peur. Donc, quelles étaient les peurs? Et pour moi, les deux peurs qu'on a entendues, enfin que j'ai détectées, peut-être voudrez-vous les compléter si j'en ai raté quelques-unes, c'est la crainte que quelques-uns s'accaparent une sorte de rente foncière, et puis peut-être par effet induit que cette manne financière détourne des agriculteurs, des cultivateurs de leur travail de la terre. Et je me dis, c'était ça les problèmes. Et je constate que ces règles-là, ces textes-là, avec toute leur complexité, ne joueront pas cet effet. Et c'est ça qui est frustrant, parce que finalement, c'est raté. C'est raté dans l'histoire. Parce que comme vous l'avez dit, cher maître, le vrai challenge, le vrai enjeu pour moi, c'est le réchauffement climatique et l'opportunité par une symbiose technologique d'avoir un système qui protège l'autre. Parce que la priorité numéro 1, et c'est ce que dit d'abord très bien Stex sur son introduction, c'est la production agricole. Et quand les deux fonctionnant ensemble peuvent être gagnant-gagnant, et vous parlez de gagnant-gagnant-gagnant, là c'est bien. Mais en fait, par la complexité, la route qui conduit à des beaux projets agrivoltaïques sur de la culture, finalement, vont être assez limités, assez embêtés et tellement plus chers que finalement nous ne trouverons peut-être pas leur équilibre économique. Et finalement, on va ouvrir le champ à de l'élevage, et j'ai rien contre l'élevage, il y a sans doute de très belles applications d'élevage, mais pour lequel finalement la technologie photovoltaïque aura une valeur ajoutée qu'on peut considérer comme excessivement limitée. Voilà. Est-ce que nous avons… Roxane voulait ajouter quelque chose? Moi, j'aurais plein de choses à ajouter. Peut-être un petit conseil aux développeurs de projets, mais on sait qu'ils le font déjà tous. Ça va être de se mettre sérieusement, encore plus que c'est déjà le cas, à faire de la politique. Parce que moi, ce que je pressens à la lecture de ces textes, c'est, j'en parlais, c'est de fortes disparités finalement dans les différents départements, parce que toutes les chambres d'agriculture qui vont être en charge de l'élaboration de ces documents cadres n'ont pas la même acceptation et la même compréhension de ce qu'est ou de ce que doit être un projet solaire au sol, compatible ou non avec l'activité agricole. Donc voilà, je pressens de grosses difficultés territoriales d'application de ces textes. Ça m'inquiète aussi beaucoup de voir autant de renvois à des référentiels dont on ignore tout. Alors je sais bien que là, sur ces textes-là, finalement, l'idée maîtresse qui ressort, c'est le rendement. On a bien compris le rendement, la production agricole doit être au-dessus de tout et notamment de la production photovoltaïque, mais à partir de référentiels dont on ignore tout. Et je pense que nous, juristes, aurons énormément de travail à faire en application de ces nouveaux textes qui vont devoir être redéfinis encore une fois, et même peut-être recréé par le juge, tout simplement. On sait que le juge administratif fait œuvre créatrice de droit. C'est lui qui avait dressé les critères dans l'arrêt Conseil d'État Photosol de 2017 sur la notion de compatibilité. Et avec ces notions encore très floues qu'on a, malgré qu'on soit arrivé au stade de l'arrêté, qui va sans doute pas trop changer à l'issue de la consultation, je ne vois pas comment concrètement appliquer ces textes.
Donc, on va avoir énormément besoin de notre juge administratif, encore une fois, et de nos juristes en première ligne. Et C'est ce que j'allais dire. Je me régale d'avance du travail qu'on va avoir. L'expert technique que je suis est jaloux de voir qu'encore une fois, il y en a vraiment pour les lawyers et pour les conseils Est-ce juridiques. qu'on a des questions? Alors, on a quelques questions, je vois. Donc, la responsabilité du démantèlement incombe-t-elle au propriétaire de l'installation agri-PV ou au propriétaire du foncier? Non, ça va être le propriétaire foncier qui va être redevable de ça. Donc là aussi, un gros travail à faire évidemment sur les relations contractuelles derrière, sachant qu'il y a un bail sur le bail rural qui est en cours actuellement. Il y a un bail agri-PV qui est en cours, qui est un vrai sujet. Et je crois qu'on en est encore très loin de ce que je comprends. Je ne sais pas si, Monsieur Daval, vous avez peut-être des infos. Je sais que c'est un texte qui va. Proposition de loi. Voilà, c'est un texte en fait, qui est, si j'ai bien compris, qui est à l'initiative de la FNSEA et qui va revenir via un parlementaire ou des parlementaires qui leur sont proches. Et qui voudrait faire évoluer justement ce bail rural pour pouvoir l'utiliser comme véhicule. Parce qu'aujourd'hui, ça pose trop de problèmes, le bail rural. Exactement, pour créer cette relation à trois entre finalement un projet photovoltaïque, une USPV sans doute, un fermier et puis un propriétaire du terrain. Et ce jeu à trois aujourd'hui ne dispose pas de moyens qui fonctionnent à la fois dans la durée, parce qu'en vérité, on le voit bien, nous on raisonne sur des projets, je crois que c'est dans le nouveau texte, on pourra étendre jusqu'à une quarantaine d'années, je crois, l'exploitation. 40 plus 10. 40 plus 10, peut-être donc 50. Démantèlement, je ne connais pas, même si c'est un jeune agriculteur qui démarre aujourd'hui, qui a une perspective d'être encore en train d'exploiter la même pratique agricole dans 50 ans, pendant 50 ans. Ouais. Donc, il y aura des rotations, il y aura des substitutions d'acteurs. Donc, il faut que ces cadres ou ces règles ce bail ou je ne sais ce que il sera, permettent ce genre de choses. Autre question. Alors, autre question. Donc, s'agissant du choix des panneaux solaires, existe-t-il un contrôle sur la provenance des panneaux, réglementation européenne? À quoi ça sert d'acheter des panneaux solaires qui viendraient de pays ne respectant pas les normes écologiques? Ça, c'est l'histoire chinoise. Je pense, oui. En tant que conseil technique, je vais répondre. Malheureusement, la chose est dite, 90% de la production mondiale de panneaux solaires est en Chine. Et où dépendent des Chinois, parce que si elle n'est pas en Chine, elle est au Vietnam ou en Thaïlande, avec des usines copycat qui sont des usines chinoises, opérées par des Chinois sur un autre territoire pour contourner les règles d'import-export américaines. La chose est dite. À partir de là, oui, il faut faire le maximum pour essayer de défendre ce qui reste de l'industrie européenne. C'est un débat qui va plus loin que l'agrivoltaïsme. Et je comprends parfaitement qu'il y aurait double pertinence, c'est-à-dire que quand on est là pour protéger notre culture nationale, nos terres et nos cultivateurs, qu'on le fasse aussi avec des produits qui soient en circuit court, ça serait être en cohérence. Mais ça, je renvoie cette responsabilité morale aux développeurs de faire les bons choix. C'est aussi dans les critères creux. Creux. Mais enfin, tout à fait dans la ligne de ce que vient de dire M. Daval, deux choses. Un, le dernier texte communautaire sur les industries critiques. NZIA. Oui, NZIA devrait permettre d'améliorer la situation européenne parce qu'effectivement, la filière européenne de construction de panneaux solaires va très très mal. Je rappelle juste en un mot que comme les Américains ont fermé leur marché à la Chine, les Chinois se sont rabattus sur l'Europe avec des prix défiant toute concurrence puisqu'il y a encore eu une baisse de 30 ou 40%, je parle sous votre contrôle, du prix des modules. Donc, on arrive on est à, je sais pas moi, 90% dans le prix des modules. J'ai été interviewé ce matin par M6, un quart d'heure, ça sortira demain, je crois. Mais malheureusement, j'allais dire, les règles européennes et le problème que nous avons, c'est que aussi bien les règles françaises, et je sais que notre gouvernement actuel essaye de changer un peu les règles de calcul carbone, etc., pour protéger, mais encore une fois, on est sur des constantes de temps qui ne sont pas les bonnes. Les acteurs industriels qui sont en mode survie raisonnent à 1 ou 2 mois. Et là, on dit que peut-être que dans le prochain appel d'offres ou dans celui d'après, on mettra une règle un peu différente qui fait que 3 mois après dépouillement et 18 mois pour construire, on parle de 2025-2026, ces entreprises seront mortes.
et les règles du NZIA sont tellement longues à accoucher au niveau européen, on est chez les bisounours. On n'a pas compris que on est dans une compétition mondiale dans laquelle vouloir respecter la libre circulation des biens et des personnes est un vœu pieux, c'est très beau, mais sur certaines technologies, si nous ne réagissons pas avec un minimum de protectionnisme, c'est ce qu'ont fait les Américains. C'est ce qu'ont fait les Américains et ça a été du jour au lendemain. Ça a été extrêmement efficace. Bon, quant au fait qu'il faudrait se passer du solaire au motif que pour le moment c'est chinois, je voudrais savoir nous sommes combien à nous passer de nos téléphones. Aucun téléphone portable aujourd'hui n'est fabriqué en Europe. Autre question. Alors, nous en avons celle-ci. On parle d'un sujet, projet de partage de la valeur, sorte de raquette des champs d'agriculture différents dans chaque département. Je vous rejoins totalement là-dessus. Le partage de la valeur ne doit se faire que par l'impôt. Si voté, disposition devrait être attaquée. Moi, petit commentaire. C'est clair que moi, je regrette que les textes tels qu'ils ont été écrits, encore une fois, sous l'influence de ces craintes métaphysiques, finalement, ont forcé la décision de plein d'instances locales qui aujourd'hui sont dans une position, entre guillemets, d'octroi, de droit de passage, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on ouvre, alors sans utiliser le mot de corruption, je sais plus être utilisé, mais en tout cas, quand on renvoie à la décision locale, eh ben voilà, il va y avoir un péage à tous les étages. Et des chambres d'agriculture, je pense à la Normandie par exemple, qui ont des positions quand même très extrémistes. Doctrinaires, enfin, ou d'ayatollah, quoi. D'ailleurs, elles émettent des doctrines. Hein. Ben c'est ça. Mais ça doctrine de telle chambre. On va passer de l'énergie à la religion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une dernière question qui est de ce que je comprends peut-être davantage un point de vue, effectivement, donc partagé par beaucoup, sur le fait qu'installer des panneaux PV sur des terres agricoles reviendrait davantage à artificialiser, n'est-ce pas, en contradiction avec l'objectif ZAN, plus toutes les conséquences sur l'état de conservation des habitats naturels et agricoles, biodiversité, etc. C'est un gros débat, c'est peut-être même le plus gros, mais au point que justement dans les textes d'application de l'objectif ZAN, y compris dans leur toute dernière mouture qui n'arrête pas de changer, mais ça, je pense que ça ne changera pas. À partir du moment où l'installation PV ou agri-PV remplit donc les critères de ce fameux décret du 29 décembre 2023, elle n'est pas considérée, cette installation, comme artificialisante. Elle sort du calcul des deux phases de l'objectif ZAN. Donc, première période jusqu'en 2031, c'est la consommation des espaces naturels. Elle sort de ces calculs-là. Donc, l'installation photovoltaïque ou agrivoltaïque n'est pas constitutive du point de vue du droit d'artificialisation des sols. Et finalement, dans les faits, il s'avère, alors moi je ne suis pas scientifique, mais en tout cas j'ai quand même eu l'occasion de parcourir pas mal de rapports davantage scientifiques sur davantage techniques. Et je serais finalement, de mon point de vue, plutôt partisane effectivement du fait que ces installations n'artificialisent pas. Parce que elles permettent, et on le voit notamment sur l'élevage, on le voit à lire toute la littérature notamment de l'IDEL, de l'INRAE, on voit quand même qu'il y a un véritable apport, c'est un petit peu tout l'intérêt de ces textes, il y a un véritable apport. Il y a un apport au vivant sur le développement de la biomasse. Donc ça peut pas, si vous voulez, l'eau circule en dessous, idem sur les habitats naturels, y compris les zones humides. La zone humide n'est pas incompatible avec un parc solaire. Et on voit même des espèces, encore une fois je termine là-dessus, faunistiques et floristiques, les deux, caractéristiques de zones humides, se développer sous des panneaux. On le voit en faisant des prélèvements. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus et je pense que ça va être davantage étoffé. Juste un point en complément, c'est que
quand je vois la définition de ce qui est naturel ou artificiel, il se trouve qu'en France, notre définition, les terres agricoles sont mises dans les terres naturelles. Une vraie terre naturelle, elle est naturelle, elle est dans la nature, elle est de rien avec rien. Et sans vouloir porter de jugement, certaines terres agricoles qui sont monocultures, cultivées de façon intensive à grand renfort de produits chimiques, etc., sont-elles réellement naturelles? Je pense qu'on peut se poser la question. C'est pour ça que de dire que finalement sur une terre sur laquelle il y a une activité humaine, on est déjà anthropisé quelque part puisqu'il y a une activité, et donc d'y superposer une deuxième activité technique me semble pas forcément compromettre ou changer la nature ou la destination de cette terre. Mais je suis pas juriste. Non, je vous laisse. Je partage ce que vous venez de dire et je dirais de manière encore un peu plus large que le respect de la biodiversité, c'est effectivement tout à fait fondamental, mais que la lutte contre le dérèglement climatique, ça l'est aussi, et qu'il faut que nous arrivions à marier intelligemment l'un et l'autre. Trouver le bon chemin. Trouver le bon chemin, trouver le juste milieu. Et moi, je regrette que trop souvent, la défense de la biodiversité soit utilisée comme un prétexte par des gens qui ne défendent en réalité ni la biodiversité, ni le développement des énergies renouvelables. Oui, c'est ça. On oppose plutôt que de chercher à réconcilier. Voilà, exactement. Voilà, écoutez, merci de votre patience. Encore une fois, toutes nos excuses pour ce début chaotique de notre webinaire que vous pourrez naturellement trouver en replay. Nous allons mettre à votre disposition le PowerPoint qui a été préparé. Je remercie très vivement Xavier Daval pour sa participation à ce webinaire que nous avons co-organisé, Roxane Sagé-Loli et moi-même. Et à très bientôt. Merci. Merci à tous.